et à tous, si vous êtes à regarder la vidéo en tant qu'homme. Bienvenue Karine et Céline. Merci d'être présentes pour ce workshop qui est orienté sur comment identifier et contourner les résistances de vos patients ou clients quand ils viennent vous voir en consultation. Voilà le sujet. Donc, Karine et Céline, vous vous connaissez pour le coup. Karine, psychologue, Céline, spécialiste en parentalité, en accompagnement à la parentalité. Donc, ce que je vous propose, c'est comme d'habitude de commencer par partager vos attentes sur cette rencontre, sur le sujet, avant que je parte dans le déroulé de ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Est-ce que l'une de vous veut prendre la parole? Comment Karine? Alors, ben, j'ai pas forcément d'attente, mais je me disais... alors, je sais pas ce que tu veux dire par... alors, le titre, c'est Luna et ses peurs, et je sais pas ce que tu entends par ses peurs. Est-ce que c'est ses peurs quand elle est au moment de la consultation, ou est-ce que c'est en dehors de la consultation? C'est ce qu'elle vient te partager à ce moment-là. Donc, du coup, ça peut être tellement de choses que je sais pas. Je me suis dit, je vais découvrir avec toi ce que tu proposes parce que dans tous les cas, c'est intéressant et voilà. Donc, je suis toute oui. C'est bien que tu me rappelles que le titre, c'est Luna et ses peurs parce que je l'ai plus intégré dans ma réflexion parce que je crois que j'ai ressenti ce flou et je me suis dit non, il faut que je renomme les choses, que ce soit plus précis. Donc, du coup, je suis partie sur vraiment les résistances Oui, thérapeutiques, enfin, dans le cadre de la thérapie, mais pas oui, effectivement les peurs d'un patient dans sa vie, quoi. Je suis voilà. partie sur autre Alors, pour chose. moi, ça devait être au moment de, enfin voilà, dans le Mm, cadre thérapeutique, mais je me suis dit peut-être que c'est pas forcément ça. tout à Et fait. Mm. Ce sera un autre sujet, mais oui, ok. Et Céline? Mais un peu comme Karine, j'ai pas trop d'attentes. Je suis curieuse. D'accord. J'ai pas, pour l'instant, pas concerne, enfin, plus ou pas. Je pense que je l'ai été à un moment donné, mais là, en ce moment, ça va plutôt bien. Juste rapide, entre parenthèses, super, un exercice du cercle. Tu l'as J'ai mis utilisé? l'application et c'est impressionnant le nombre d'éléments qui en ressortent. Et je pense que alors je me disais, sans ça, je ne sais pas si j'aurais eu ces éléments-là. Enfin, Ouais. et franchement, c'est top. Ah ben, merci pour ton retour. Bon, je reviens sur notre sujet d'aujourd'hui parce qu'on pourrait parler de l'autre indéfiniment, mais voilà. Donc, en effet, ça fait partie de mes questions. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des résistances? Mais maintenant que j'ai un peu mieux défini le sujet, Karine. Donc, Céline, tu viens de le dire un petit peu. Et si vous avez été confronté à des résistances, lesquelles, quelle forme? Qu'est-ce que ça vous a, comment vous l'avez vu, repéré, tout ça? alors oui, moi j'ai été confrontée à des résistances. Alors, des fois c'est plus ou moins subtil et puis parfois c'est bien Massif, ouais. subtil. Je pense à une patiente que j'avais euh, et à chaque fois que je lui proposais des exercices ou enfin que j'essayais de la faire aller vers quelque chose qui était un peu sensible pour elle, elle n'y allait pas. Ça a bifurqué tout de suite, enfin pas tout de suite, mais assez rapidement. Elle reprenait sa façon de parler très rapide, où elle s'arrêtait plus et où je pouvais presque pas en placer une. Alors je me suis dit, je me suis aussi questionnée, je me suis dit, bon, mais est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est ma manière d'amener les choses? Est-ce que c'est... ben voilà, je me suis questionnée. Et donc je me suis dit, c'est là où je me suis dit, bon, ben, je vais essayer d'autres exercices, je vais essayer d'autres façons de faire, mais en fait, systématiquement, j'arrivais pas à creuser. Donc, alors il y a peut-être moi en partie, hein, ça, la relation joue énormément aussi. Mais je me suis dit qu'il ne devait pas y avoir que ça et qu'il devait y avoir des résistances, sachant que j'étais au moins la troisième ou la quatrième thérapeute qu'elle allait voir. Donc, bon, voilà. C'est un indice, hein. Voilà. Donc, Mm. je me suis dit, il n'y a pas que moi. Voilà. Et donc, Céline, toi, tu disais qu'aujourd'hui, ça allait, mais est-ce que dans le passé, tu as rencontré ça? Oui, oui, oui. Mais on en avait déjà discuté, je crois, parce que je le vivais au moment où, et ça s'est résolu plus par le fait que
les peurs, en fait, que ce qu'on avait parlé, hein, c'est ce que j'ai un peu perçu. C'est-à-dire, donc c'est une maman qui, dès lors que je proposais quelque chose, c'était déjà fait, ça ne marchait pas. Un peu que tout est fait, rien ne marche, quoi. Donc, et en fait, oui, c'était plus, j'ai plus été dans le côté rassurance, côté rassuré. Donc, j'ai pris du temps à un peu rebooster la confiance en soi de cette maman, en plus que du papa. Et en rassurant à chaque fois. Et quand je propose un outil, j'étais bien dans une proposition. Qu'en pensez-vous? J'incluais beaucoup plus la maman. Et du coup, ça commençait à s'ouvrir. D'accord. Et j'étais voilà, plus que dans voilà, l'outil, il est comme ça, on va mettre en place. C'est alors voilà, il y a ça, qu'est-ce que vous en pensez? Si on le mettait en place comme ça, j'étais plus dans le questionnement par rapport, et plus en direction de cette maman finalement que le papa. Et petit à petit, elle a commencé à accepter, voire même de réessayer l'outil. C'est déjà pas mal. D'accord, génial. C'est des beaux retours et ça illustre complètement notre sujet. Et je pense que c'est plus la peur de ne pas être là, de juger. Ou, bien que on prend du temps au début pour bien expliquer que je ne suis pas là pour les juger, hein, genre, franchement. Bien sûr. Mais bon, voilà, je pense que Je dis bien sûr parce qu'on le dit, mais ça ne suffit pas forcément. Mais ça ne suffit pas, voilà. Non, et c'est compréhensible. Hein. Enfin, on est sans jugement là. On est juste dans, voilà, qu'est-ce qu'on observe en tant que thérapeute et comment on s'adapte à ça pour aider la personne à atteindre ce qu'elle est venue chercher en fait. Hein. Donc, en effet, je voulais insister sur le fait qu'on ne peut pas le négliger parce que c'est ce qui permettra une meilleure alliance thérapeutique, c'est de prendre en compte ces craintes, ces résistances. Donc, et d'aborder du coup les sujets à petite dose et donner du sens pour permettre à la personne de se positionner et d'intégrer et d'utiliser ce qu'on lui propose. Progressivement, effectivement, la peur disparaît. Hein, ce que tu viens de nous dire, Céline, vient le confirmer. Il s'agit vraiment de déconstruire ces peurs pour pouvoir construire ce qu'on appelle une alliance thérapeutique dans le jargon. Bon, j'aime pas tellement utiliser du jargon, je préfère parler de confiance, d'écoute mutuelle, etc. Parce que sinon, c'est un petit peu... le jargon donne un aspect un peu de pouvoir sur la situation, comme si on était les sachants. Donc, certes, on a une longueur d'avance par rapport à notre patient, parce que sinon, on a notre expertise et c'est ça qui vient chercher, mais dans le respect de son rythme. Donc, donner du sens, c'est aussi pouvoir apporter des solutions. Et le repérer, c'est pouvoir adapter le cadre qu'on propose. Donc, Karine, on parlera peut-être de comment tu t'es adaptée par rapport à ta patiente. Bon, je vais un peu dérouler le truc avant, mais peut-être tu auras envie d'intervenir après. Donc, les peurs en thérapie, j'en ai listé quelques-unes. Il y a la peur du changement. Voilà. Qui est-ce que je vais devenir après ce travail-là? Il peut y avoir la peur de perdre contact avec sa vie parce qu'on a finalement fait des aménagements avec ses difficultés dans sa vie. Donc, d'une certaine manière, même si ce n'est pas dans le confort, il y a une certaine maîtrise et connaissance de ce qu'on vit. Donc, il peut y avoir la peur de perdre ça. Donc, la peur de perdre le contact avec ce qu'on connaissait avant, avec la peur de l'inconnu sur l'après, bien sûr. On peut avoir peur de perdre le contrôle. Ça, je trouve que c'est encore plus visible quand on accompagne des enfants. Moi, j'ai vraiment vu parfois des mamans qui finalement se sentaient dépossédées un peu de leur rôle de maman par la confiance qu'un enfant m'accordait. Je me souviens d'une personne qui m'a appelée en urgence un week-end en me disant il s'est passé ça, mon enfant ne veut vous parler qu'à vous. Bon, je me suis arrangée pour recevoir cette personne dans l'urgence. Mais vraiment, il y avait la gestion de la difficulté de son enfant, mais il y a aussi le côté quand même assez violent pour une maman d'avoir son enfant qui dit « je ne parle que à haute voix ». Donc, bon, on ne va pas expliquer aujourd'hui pourquoi elle ne voulait me parler qu'à moi, ce sera encore un autre sujet. Hein. Là, on parle vraiment, c'est un autre sujet, mais voilà, ça fait partie des peurs de perdre le contrôle de la part d'un parent qui va induire un non-investissement de son enfant aussi, potentiellement. Ça, c'est à prendre en compte. Après, on peut aussi avoir peur de perdre son temps. On peut avoir peur de dire non, ça ne sert à rien. On peut avoir peur de perdre le bénéfice secondaire qu'on a à être en difficulté et au fait que ça attire l'attention.
Il faut aussi s'assumer quand on va bien. Il y a aussi des familles où c'est celui qui va mal à qui on va prêter attention. Et je pense que c'est même très fréquent. Je parle de familles non pathologiques. Hein. Et donc, bon, bah, du coup, si on est un peu en difficulté, on a l'attention de son parent, de ses proches, etc. Donc, on peut avoir peur de perdre ça. On peut avoir, je crois que je ne l'ai pas dit, une loyauté familiale, c'est-à-dire que on est aussi là, en ayant telle ou telle difficulté, on protège son parent, on protège quelque chose de la famille. Donc, détricoter cette difficulté-là, ça peut, voilà, ça peut créer des peurs, parce que qu'est-ce que ça va engendrer. Et puis, le truc aussi auquel je pense qu'on pense moins, c'est aussi la peur de découvrir des choses de soi qu'on n'a pas envie de voir. On met un peu, je crois que tu as vu ça aussi, Karine, on met un peu en risque son ego, en fait, de dire bah, finalement, je suis moins fort que ce que je voulais, je suis moins généreux, je suis moins désintéressé, je suis moins sûr de moi, enfin, moins un tas de choses. On voit rarement que peut-être qu'on sera moins comme ça, mais qu'on sera plus vrai ou qu'on sera plus dans la relation avec les autres. Enfin, voilà. Il y a des peurs qui sont de l'ordre de la perte, en fait, hein, dans la plupart des choses que j'ai dites. Et puis, bien sûr, il y a la peur de se livrer, hein, arriver devant un inconnu, parler de soi. C'est vrai que nous, en tant que professionnels, on est tellement habitués à ça que je pense que c'est quelque chose, en tout cas, je vais parler pour moi, mais parfois, je l'oublie, entre guillemets. Et finalement, l'oublier, ça veut dire aussi ne pas peut-être être perçu comme quelqu'un qui ne reçoit pas avec suffisamment d'attention la confiance que la personne lui donne en lui racontant sa vie, sachant qu'il a la peur d'être jugé. Celui qui raconte, en fait, il se dit peut-être elle va me juger parce que je ne sais pas gérer mes enfants ou je ne sais pas si, alors que nous, on n'est pas là pour juger, on est là pour trouver des solutions en fait avec la personne. Mais voilà, ça crée aussi des peurs. Voilà. Alors, comment ça s'exprime? Donc, j'ai beaucoup aimé ton exemple, Karine, sur le fait que la personne, elle parle. Donc, ce n'est pas le premier point que je vais prendre, mais ça s'exprime aussi comme ça. Donc, on peut parler que ça s'exprime par rapport au non-respect du cadre, à la mise en cause du thérapeute et au sabotage du temps de séance. Donc, dans ton exemple, Karine, on est plus dans le sabotage du temps de séance. Et je vais commencer par les autres aspects pour être dans le déroulement, en fait, entre la prise de rendez-vous et ce qui se passe après. Donc, bien sûr, il y a l'annulation du rendez-vous. Ça, c'est la résistance massive. Hein. Je prends rendez-vous et 3 jours après, je un texto en disant je ne viendrai pas. Il y a aussi la résistance massive en cours de suivi thérapeutique, une annulation au dernier moment quand on commence à aborder un sujet compliqué. Hein. J'ai un exemple en tête d'une jeune femme et clairement, il y avait quelque chose d'assez toxique dans la relation avec son père. Et quand je l'ai identifié et que je l'ai souligné, au bout de 4-5 séances, eh bien, elle n'est pas venue le coup d'après. C'était pas possible pour elle. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place des forfaits, des formules dont j'ai déjà parlé il y a quelques semaines. C'est pour contourner cette chose-là. Après, donc, il y a la critique du prix aussi. Je pense que ça fait partie des résistances. Vous êtes cher, comment on pourrait faire pour payer moins? Est-ce que vous pouvez me faire une facture au nom de quelqu'un d'autre? Ça, c'est des formes de résistance qui peuvent être liées donc à l'ego. Je n'ai pas envie de payer pour aller mieux. Qui peuvent être liées à je n'en vaux pas la peine aussi, ce qui n'est pas du tout la même chose. Là, c'est la confiance en soi, en fait. Et puis, et ça, c'est un autre sujet qui montre aussi que la santé mentale est rarement perçue avec autant d'importance que la santé physique. Je pense que quelqu'un qui a une opération à subir ne va pas forcément négocier avec son chirurgien, alors que pour être mieux psychologiquement, ça donne lieu à des négociations plus importantes. Ça, je pense que ça va bouger, mais c'est très culturel. Donc, ça dépasse un peu ce qu'on peut faire, nous, en tant que thérapeute. Ça peut s'exprimer donc de manière directe, hein, votre prix est cher, ou indirect, je ne vous paye pas et je traîne, etc. Après, il y a aussi les enfants qui disent non, mais maman veut que je vienne, mais moi je vais bien. Enfin, ça va être plutôt dans la partie mise en cause du thérapeute, mais ça peut s'exprimer aussi là. Voilà.
Vous avez des réactions par rapport au non-respect du cadre? D'autres exemples à donner? Non, pas spécialement. OK. Alors, par rapport à la mise en cause du thérapeute, donc ce que je disais comme exemple sur… non, l'enfant, ça va plutôt être d'ailleurs, je vois que je l'ai mal placé, c'est plus dans le sabotage. En fait. Donc, ça va être la remise en cause des propos et des propositions du thérapeute, c'est l'exemple que tu as donné, Céline. Ça peut être aussi l'allusion à d'autres psys. Avec mon psy de machin, on fait comme si, mon médecin m'a dit que, etc. Alors, personnellement, j'ai progressé entre évidemment psy débutante et aujourd'hui. Donc maintenant, je me laisse plus du tout, déstabiliser par ça. Quand j'étais débutante, j'étais un peu déstabilisée parce qu'évidemment, ça m'interrogeait sur ma propre pratique. Et en fait, je crois que maintenant, c'est un besoin de réassurance qui s'exprime. Et la personne, ce qu'elle cherche à savoir, c'est si on est vraiment solide. Et du coup, si elle peut nous faire confiance. Donc, voilà. Après, on ne peut pas forcément être cash et lui dire ça directement. Mais on verra que parfois, formuler nos craintes, ça aide aussi. Voilà, mise en cause du thérapeute. Et puis, parfois, ça vaut le coup de dire aux gens, si vous pensez que je ne suis pas la bonne personne pour vous, vous pouvez poser la question à quelqu'un d'autre, quoi. Et en fait, en faisant ça, vous lui rendez le contrôle de la situation. Or, on a bien vu qu'une des peurs en fait, que les gens ont, c'est de perdre ce contrôle de la situation. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont aller voir quelqu'un d'autre, mais vous lui rendez le contrôle et le libre choix. Et puis, vous vous protégez aussi. Ça aussi, ce sera un thème à part entière. Mais en tant que thérapeute, parfois, c'est important de se protéger et de ne pas être celle qui va chercher l'autre, va chercher l'autre, va chercher l'autre. C'est aussi les histoires des parts de chacun et jusqu'à quel point on va dans le domaine de l'autre pour le tirer vers soi ou pas. Bon. Après, donc comment ça s'exprime, hein, je reviens à mon sujet, c'était donc le sabotage du temps de séance. Donc, j'ai appelé ça un peu le jeu du chat et de la souris. Dès qu'on commence à aborder un sujet important, pouf, la personne parle d'autre chose, parle, on ne peut pas en placer une, voilà. Donc, on ne parle jamais du sujet essentiel. Donc ça, moi, je l'ai observé plusieurs fois. Donc, je pense à une jeune femme qui venait. Et je dis bonjour, comment allez-vous? Et à ce moment-là, une logorée. C'est quelqu'un que je connaissais bien. Donc ça, c'était très bien. Parce que comme je la connaissais bien, j'ai dit au bout d'un moment, je dis, ben, écoutez, vous parlez beaucoup, mais en fait, je crois que vous êtes en train de masquer le vrai sujet pour lequel vous êtes venu. Donc, ça a créé un temps d'arrêt. Mais finalement, du coup, ça a permis de passer à ce fameux vrai sujet. Donc, c'est bien aussi de nommer ce qu'on observe chez l'autre. Et puis, l'autre sabotage, c'est bon, ben, écoutez, je ne suis pas venue pour parler de mon mari, mais de mon problème professionnel. OK? Donc, ben, allez-y, problème professionnel, qu'est-ce que vous voulez dire? Et puis, en fait, ça ne décolle pas, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, la personne dit oui, mais en fait, quand mon mari m'a quitté, et là, on arrive au bon sujet. Donc, quelque chose dont on énonce qu'il ne faut surtout pas en parler. Moi, je me mets dans la tête, bon, ben ça, c'est clair qu'on va devoir en parler. Un autre exemple plus récent, c'est une personne avec qui j'ai travaillé beaucoup là, et je sentais qu'il y avait quand même un sujet qu'on n'avait pas abordé, qui était la question du couple. Et je lui ai fait des propositions les unes après les autres. Vous ne croyez pas que etc. Et en fait, on a enfin commencé à aborder ce sujet assez récemment. Et le mot, c'était « oh là là, c'est un gros chantier », la personne avait les larmes aux yeux, donc c'est vraiment très difficile, même si je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée d'en parler avec moi et tout ça. En fait, je pense que je touche à sa souffrance là. Donc la résistance, c'est aussi une résistance pour se protéger de sa souffrance, ce que je n'ai pas encore dit, et je pense que c'est important de l'avoir pour être aussi dans une bienveillance vis-à-vis de ces résistances. Voilà. Après, le sabotage, c'est aussi ce que j'appelle la séance salon de thé, quoi. Donc, on parle de rien. Ok, oui, ça va bien. Il y avait la fête de fin d'année de machin. J'ai assisté au judo. Oui. Mon mari, bon, de temps en temps, on est un petit peu en désaccord sur l'éducation, tout ça. Et voilà, on parle, voilà, la séance salon de thé. Voilà. Ça vous a fait sourire en tout cas. Et donc, on ne rentre pas dans les vraies questions, en fait. Voilà. Vous avez des réactions par rapport à ça?
La séance salon de thé, ça me fait sourire parce que je l'ai parfois. Et j'ai l'impression que parfois, ils ont besoin de passer par ça pour pouvoir aller plus loin. Et que s'ils n'ont pas d'abord parlé de ça, ils ne pourront pas aborder la chose qui est plus difficile à aborder. Je suis tout à fait d'accord. Parfois, j'hésite, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Et après, je me dis, en même temps, ils sont là pour aborder les sujets qui sont importants pour eux. Et si c'est important de commencer par ça, à voir comment ça se répète après au cours des... Bien entendu. Mais si c'est important, s'ils commencent comme ça, peut-être qu'il y a une raison. Et du coup, je vois où ça mène, mais je connais la séance salon. Et Céline, est-ce que tu la connais? Parce que dans ton activité à proprement parler, il y a quand même des outils d'échange. Je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose qui se joue. Non, c'est pas tout à fait salon de thé. Moi, c'était plus, je te dis, plutôt convenance sociale parce que c'est bonjour, voir comment vous allez-vous, alors qu'on peut directement rentrer parce que bon, il est l'heure, on est directement du vif du sujet. Mais non, je pense qu'il y a un côté un peu. Alors moi, ce que je fais souvent, c'est qu'on retrace un petit peu comment s'est passée la semaine ou les 2 semaines, puisqu'il y a des séances qui sont à distance. Et puis, alors avant, je le faisais par mail parce que pour gagner du temps, mais je me suis rendu compte que ça ne se faisait pas gagner du temps, ça ne servait à rien, que vous avez besoin de pouvoir. Donc, on prend ce temps-là dans la séance où on fait justement un retour en arrière. Et là, je les laisse parler, je laisse dire ce qu'ils ont envie de dire du retour. L'idée, c'est quand même d'utiliser les outils, de les mettre en pratique et puis avoir un retour sur la mise en pratique. Mais oui, souvent, on a d'abord un petit peu quelques paroles de convenance, j'appelle ça comme ça, mais qui ne durent pas trop longtemps, hein, ça ne fait pas trop salon de thé. Donc, la différence entre ces paroles de contenance et la séance salon de thé, c'est que la séance salon de thé, ça peut durer toute la séance, en fait. Après, c'est normal, ce n'est pas quelque chose, je ne compte pas parce que c'est normal qu'on puisse un petit peu dire ce qu'on a envie pour après être dans le vif du sujet. Après, c'est sûr qu'en éducation, parfois, ça chamboule quand même pas mal, surtout quand on a un couple. Oui. Où parfois, l'un des deux parents en profite pour pouvoir dire aussi ce qu'il a sur le cœur en termes d'éducation, surtout quand ils sont en désaccord, parce qu'on ne voit pas la même vision, ils n'ont pas la même... Et du coup, et là, je suis là, et du coup, il garde contenance. Enfin, il y a côté, j'en profite pour médiateur, quoi. Mais non, sinon, après, il n'y a pas... Donc là, je trouve dans ce que tu dis que ce n'est pas tout à fait pareil, parce qu'en fait, ils utilisent le temps de séance. On n'est pas dans la résistance, on est plutôt dans j'utilise cet espace pour jouer autre chose que ce pourquoi je suis théoriquement venue. Et je pense qu'en effet, ça fait partie du changement que tu vas induire, de permettre ça. L'autre chose que j'ai oublié de nommer dans la façon dont peuvent s'exprimer les résistances, c'est le changement de sujet quand ça fait mal. Et hier, j'avais une jeune fille de 12 ans et moi, je préfère en sourire intérieurement parce qu'il ne faut pas avoir l'air de se moquer des gens, bien sûr, mais c'était génial en même temps parce que dès qu'elle changeait de sujet, je me disais, ah, j'ai touché un truc là. Genre, je lui disais un truc et puis elle me dit, t'as vu, il y a eu un match à la télé. Bon, je lui dis, ah, donc ce que je viens de dire là, c'est important. Et donc, voilà, je le mettais dans ma tête, ok, il va falloir y revenir, etc. Donc, voilà, moi, j'aime bien en même temps. Hein. Je trouve que d'ailleurs, les enfants sont super doués pour ça. Mais en même temps, pour moi, c'est aussi le signe qu'ils ont entendu ce qu'on leur disait. Derrière je suis là parce que maman veut que je sois là, ce qui est le cas de cette jeune fille. Il y a aussi, je suis là parce qu'elle veut que je sois là, mais quand tu dis un truc qui fait mal, je l'entends, quoi. Donc, voilà. C'était une belle séance parce qu'elle a commencé très en opposition en résistance, c'est pour ça que j'en parle. Et il y avait eu un conflit avec sa maman. Et en résumé, à la fin, je lui ai dit, bon, il faudrait peut-être enterrer la hache de guerre là, avec maman, qu'est-ce que tu pourrais faire? Et elle m'a dit, oui, je pourrais faire ça et je vais le faire et tout ça. Donc, c'était chouette. En tant que thérapeute, on a besoin aussi de ces retours positifs. Mais comme quoi, toute résistance qu'elle peut être, cette jeune fille, à la fin, elle s'est quand même emparée du truc. Donc, ça, c'était vraiment un beau moment. Bref, comment gérer en tant que thérapeute? Alors, déjà, identifier que la personne met en place des résistances. Ça, c'est le premier truc. Alors, vous deux, vous êtes un peu aguerris. Peut-être que dans les personnes qui vont entendre ça, il y en a qui le sont moins.
Mais voilà, comprendre que si la personne parle sans discontinuer, c'est pour cacher quelque chose. C'est vraiment ce que j'appellerais un rideau de parole, en fait. Donc, l'identifier. Être patient, ne pas vouloir aller plus vite que la personne. Donc ça, je le dis parce que je pense que ça vaut vraiment pour moi. Je ne sais pas si ça vaut pour vous. Mais voilà, moi, la séance salon-thé, j'ai identifié comme Karine que quelquefois, c'était nécessaire. Les paroles de convenance, je suis d'accord avec Céline, c'est nécessaire, mais parfois, je trouve que ça dure un peu trop longtemps. Et voilà, mais ça, c'est un travail de moi, en fait, de me dire, OK, je laisse le temps aux gens. Donc, être patient. En fait, sachant qu'il y a un risque quand même, c'est que quand les personnes sont en train de mettre en cause un peu notre travail de thérapeute par leur attitude, on peut être dans une erreur qui est de vouloir rassurer absolument la personne, lui prouver qu'on est un bon thérapeute, et du coup, on va en faire trop, on va lui en donner trop, et finalement, on va la noyer, et le résultat va être complètement à l'inverse, parce qu'elle va se sentir affaiblie, en fait, par tout ce qu'on lui aura donné. Donc voilà, on est d'accord que c'est un peu un travail d'orfèvre parfois, et c'est aussi la richesse du métier, d'arriver à mesurer ce qu'il faut donner pour rassurer sans écraser. Donc être patient, identifier et ne pas vouloir aller plus vite que la personne. Donc accepter la séance, sa volonté, qui lui permet de prendre confiance aussi dans le fait qu'elle est respectée et qu'on ne cherche pas à avoir du pouvoir sur cette personne. Après, nommer les résistances, formuler ce que l'on ressent, parce que finalement, c'est des techniques d'entretien, mais on renvoie à l'autre ce qui nous renvoie, et souvent, ça en fait prendre conscience, parce que les gens ne s'en rendent pas toujours compte. Donc, par exemple, je ressens que, alors évidemment, c'est des phrases comme ça, hors contexte, il faut les associer à un contexte, hein, mais je ressens que vous avez peur que nos séances vous fassent perdre le contrôle. Donc là, vous donnez des informations à la personne et en lui posant la question de savoir si elle est d'accord avec ça ou pas et ce qu'elle en pense, bien sûr. Et moi, je dis toujours, j'ai l'idée que ça, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que ce n'est pas la bonne interprétation? Ça, c'est hyper important. J'ai l'impression que vous êtes soucieux de ne pas trop vous dévoiler. Il me semble en vous écoutant que vous n'êtes pas à l'aise avec l'image que vous ressentez, que vous donnez de vous-même. Enfin voilà, des formulations qui permettent vraiment à la personne de rebondir, de s'expliquer, peut-être juste de prendre conscience de ce qu'elle renvoie. Pas des questions fermées, parce que si on est dans le oui-non, le dialogue s'arrête, c'est impossible de relancer. Mais pas non plus complètement ouverte et abstraite comme de quoi avez-vous peur, parce que la personne a ses brutes de fonderie, elle ne peut rien en faire, et puis elle ne comprend même pas pourquoi vous lui dites ça. Donc, parler de ce qu'on ressent, ce qu'on croit observer, ce qu'on croit pouvoir dire d'elle. Et l'idée, c'est vraiment, bien sûr, de débloquer la situation et d'instaurer le dialogue et la confiance. Bon, ça ne vous étonnera pas. Voilà. Alors après, donc là, c'est un peu des généralités, hein, mais je vais revenir sur comment moi, je fais dans le partage d'expériences cliniques que je peux avoir. Mais avant que je passe à ça, est-ce que vous avez des choses à dire sur la partie comment gérer en tant que thérapeute? Pas spécialement, non. Non. Okay. Donc, moi, j'aime beaucoup passer par la respiration. En début de séance, je commence très, très souvent, alors après les formalités un peu d'usage et tout ça, à proposer aux gens de faire une série de respirations. Alors, c'est vraiment, le protocole est hyper simple. Hein. Selon le gabarit de la personne, je lui propose de compter jusqu'à 5 ou à 6 pour qu'il aspire au maximum et qu'il souffle au maximum. Et selon la tension que je perçois chez la personne, le fait qu'on se connaît bien, qu'on ne se connaît pas, etc., je vais le proposer 2 ou 3 fois. C'est vraiment, je trouve ça, franchement, je suis toujours épatée de la façon dont ça crée un switch. C'est la personne dans son état d'esprit dans la séance et dans la façon dont elle va s'emparer de ce qui se passe après. Et en fait, je l'associe aussi au fait que je suis beaucoup en ligne et que donc quand on est en ligne, il est 15 h, on se connecte, voilà. Quand on va chez son thérapeute, on prend le métro, on attend éventuellement 5 minutes dans la salle d'attente, il y a un sas en fait. Et donc en ligne, il n'y a pas ce sas ou rarement, et donc c'est une façon de… Ça tient lieu de sas en fait, ce temps de respiration. Donc ça, je vous le conseille vraiment quand vous sentez que ça ne démarre pas.
pouvez proposer ça, ou que la personne est tellement tendue qu'elle ne peut pas parler, etc. Ça crée un sas, ça crée du changement, ça permet aussi d'abandonner un peu les résistances de son mental et de son ego. Et ce qui me vient là, c'est que j'ai eu un nouveau patient cette semaine à qui j'ai fait faire ça. Non, sauf que je me trompe, c'est sur la relaxation, donc j'en parlerai tout à l'heure. Et donc, voilà, donc je trouve que ça permet d'atteindre vraiment un meilleur investissement de la séance. Et après, bien sûr, il y a la partie donc relaxation. Donc, là, j'invite la personne à fermer les yeux, et pareil pour la respiration d'ailleurs, même si on est en visio, en la rassurant sur le fait que ça ne me pose pas de problème qu'elle ferme les yeux, parce que c'est vrai que ça peut paraître un petit peu incorrect de fermer les yeux face à quelqu'un. Et je guide les parties du corps. Et avec le temps, en fait, je commence par le visage, parce que je considère que le visage, en fait, c'est vraiment notre façon d'être au monde. Et donc, c'est là qu'on va exprimer en premier quelque chose. Donc, détendre le visage, c'est induire un peu l'idée qu'on lâche le faire semblant, le se mettre en scène. Et puis, la tête, la nuque, etc., jusqu'aux pieds et jusqu'à la plante des pieds. Je ne vais pas passer trop de temps sur la relaxation. Je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus un autre jour. Mais ce qui était intéressant, c'est que le patient auquel je pensais tout à l'heure m'a dit « mais je ne vois pas très bien comment je peux relaxer le haut de ma tête ». Et j'ai dit « ben oui, ça ne m'étonne pas, parce qu'en effet, on est d'accord, physiologiquement, relaxer sa tête, vous voyez bien. Mais sauf que c'est quelqu'un qui était hyper dans le mental. Donc en fait, c'était une manière d'induire chez la personne, là tu vas lâcher un peu ton mental pendant notre séance, pour essayer d'atteindre l'émotionnel et ce qui va se traduire dans le corps. Donc voilà, je vous raconte l'anecdote parce que pour moi, en miroir, le fait qu'il me dise ça me montrait que c'était pertinent de lui dire de relâcher son mental. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, fin de la parenthèse sur la relaxation. Mais vraiment, j'ai vraiment trouvé qu'à chaque fois, ça change la donne, quoi. On abandonne un peu le discours tout fait au profit de quelque chose de beaucoup plus ressenti. Et puis après, on passe par les ressentis du corps. Et ça aussi, ça permet de contourner les résistances parce que le corps ne ment pas, en fait. Et donc, même si on n'a pas envie de parler, le corps ne ment pas. Donc, je pense à deux personnes. Une jeune femme, donc elle, c'était un protocole où je fais descendre un escalier, donc j'en ai pas encore parlé, mais ça viendra. Et en fait, au bout d'un moment, pendant qu'elle descendait son escalier, elle a fondu en larmes et voilà. Et c'est quelqu'un qui était hyper dans le contrôle, hyper dans le social, dans l'image sociale. Et donc, évidemment, il faut en tant que thérapeute pouvoir accueillir ça, cette expression quand même un peu violente de l'émotion. Mais je pense que si je n'avais pas utilisé cette technique, on aurait pu parler de ces enfants et de leur éducation pendant des mois, quoi, sans toucher le cœur du truc. Donc ça, c'était un exemple. Et l'autre exemple, moi, j'ai trouvé ça super drôle. C'était une personne qui me dit, voilà, j'ai des sensations dans le ventre, etc. Et je sentais qu'elle ne m'avait pas vraiment tout dit, mais bon, voilà, donc je fouille, je pose des questions, on tourne en rond, etc. Enfin, vraiment, c'est pas qu'on tourne en rond, c'est poussif, quoi. On avance tout doucement, une étape et tout ça. Et puis bon, bref, à la fin, on en déduit qu'il y a un problème d'argent. J'ai oublié le pourquoi du comment, mais c'était autour de l'argent. Je dis, bon, donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans ce cadre-là, la relation à l'argent, je ne sais pas quoi. Et elle me regarde et elle me dit, en fait, je vais être honnête avec vous, quand j'ai senti les premières sensations dans le ventre, j'ai eu l'image d'un lingot d'or, mais j'avais quand même pas envie de vous dire ça. Et j'ai trouvé ça trop drôle parce que d'abord, je lui ai dit, vous voyez, en fait, c'était ça dont il fallait qu'on parle quand même. Et puis, l'image du lingot d'or, je trouve ça hyper ludique, quoi. Ça fait Picsou, personne n'a un lingot d'or chez elle, quoi. Et voilà. Donc, c'est en ça que je dis que le corps ne trompe pas, il nous amène au vrai sujet. Même si les gens essaient d'éviter. C'est ça que j'ai retenu aussi du truc. C'est que finalement, elle ne va pas donner l'information à la base, mais finalement, on l'a retrouvée quand même, cette fameuse information. Voilà. Après, donc c'est comme je disais, hein, le corps ne ment pas. Alors, autre technique, quand vraiment ça bloque, soit parce que les résistances sont massives, soit parce qu'on est arrivé au bout de ce que la personne était capable d'exprimer de manière consciente,
c'est la question ouverte après la relaxation. Donc, je dis aux gens, voilà, vous êtes en relaxation, donc, OK, comment ça s'est passé, etc. Évidemment, tout ça, je prends un peu de temps. Et je dis, ben voilà, mais est-ce que maintenant que vous êtes en relaxation, est-ce qu'il y a des tensions quand même dans le corps? Et donc, autre exemple, j'aime bien étayer avec des exemples, je pense que ça vous parle un peu plus. Et donc, il y a une jeune fille qui me dit, oui, j'ai l'impression que j'ai de l'eau dans mon coude. Alors, je dis, bah, ça, c'est très intéressant parce que j'ai aussi coutume d'ajouter pour libérer aussi les peurs des gens que plus c'est bizarre, plus ça a de l'intérêt. Parce que si c'est venu, c'est que le mental n'a pas pu bloquer le truc et l'image un peu bizarre, l'eau dans le coude, on est bien d'accord qu'on n'a pas d'eau dans le coude, c'est quand même imposé à la personne. Et donc, de fil en aiguille, en fait, cette eau dans le coude parlait, je vous l'ai fait un peu courte, mais d'un conflit entre son grand-père et son père. Mais quand même pour que vous voyez le lien, le grand-père habitant au bord de la mer. Donc en fait, on a déroulé le truc et l'eau, finalement, ça évoquait le bord de mer, etc. Donc c'est en ça que je dis, le corps ne ment pas et je pense que cette jeune fille, elle ne m'aurait pas parlé du conflit entre son père et son grand-père dans le contexte dans lequel on était. Et ce qui était chouette, c'est que après, la séance d'après, elle m'a dit, du coup, j'ai créé mon grand-père, enfin voilà. Bon, après, j'ai plus la suite de l'histoire, c'était il y a longtemps, j'ai un peu oublié, mais c'était ça que je voulais vous dire. C'est un moyen de contourner les peurs des gens. Et l'autre chose aussi pour les aider quand ils sont dans les peurs, et ça je l'utilise aussi très fréquemment, c'est de dire aux gens, OK, ça vous intrigue, mais on y va ensemble. Donc, est-ce que le fait qu'on y aille ensemble, c'est OK pour vous? Et en général, ça suffit en fait à débloquer, parce qu'ils ne se sentent plus tout à fait seuls en face de leurs problèmes. Voilà, voilà le principal de ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc, je vais répéter un petit peu les éléments qui m'ont paru importants. Hein. C'est de dire que vraiment, les résistances font partie de l'appropriation du processus de changement et que donc, il ne faut pas en avoir peur. Parce que sinon, on a peur, alors lui, comment il va faire? Moi, j'aime bien les regarder avec humour. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé de l'humour, mais voilà, je trouve que dire « Ah, tiens, c'est amusant comme image », mon histoire de lingot d'or, vous voyez, par exemple, j'ai éclaté de rire quand elle me l'a raconté, et du coup, ça a été joyeux, et ce sujet qui la préoccupait, c'est devenu un peu… on l'a désacralisé, en fait, et du coup, ça a aidé aussi, je pense, au changement et à la réassurance. Et en plus, ah oui, par contre, en effet, quel que soit le moyen qu'on prend pour contourner les résistances, on n'y arrivera que si on sait où on veut aller, quoi. Donc, je ne sais pas si je rebondis sur ta dame qui parle tout le temps, Karine. Ton objectif, je pense que c'est de lui donner confiance pour qu'elle parle vraiment. Donc, comment tu fais pour arriver à ça? Céline, dans l'exemple que tu as donné, l'objectif, c'était que la maman, finalement, s'empare de tes outils parce qu'elle se sente partie prenante dedans et respectée dans ses propres idées. Donc, c'est ça, contourner la résistance avec notre objectif. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à tout ce que je viens de dire ou des questions? Non, ça va. Est-ce que vous voyez utiliser ça, en fait? Parce que c'est à ça que ça sert nos rencontres. Oui, moi je me vois bien utiliser déjà la respiration de début de séance parce que je pense à un monsieur que je reçois et qui pareil est dans la logorée et c'est très très compliqué de l'arrêter, il me laisse même pas parler et quand j'essaye de parler, il continue à parler, il n'écoute pas du tout et parfois, alors c'est en visio donc je peux pas mobiliser autre chose que la visio, mais en présentiel c'est différent, je pourrais bouger ou faire quelque chose, mais c'est hyper compliqué de lui parler. Et donc, je me dis que commencer par la respiration en début de séance, déjà, ça pourrait changer. Induire quelque chose, oui. À voir comment ça se passe la prochaine fois, parce qu'en plus, il est demandeur. Il me dit, mais j'attends vos séances, hein, je les attends. Et pour moi, en fait, c'est hyper difficile, parce que ça me demande de me mobiliser énormément pour essayer de l'atteindre. Et là, j'ai l'impression qu'il ne veut pas être atteint, quoi. Il a besoin de parler. Est-ce que ce qu'il dit relève justement de la tasse de thé ou est-ce que dans ce qu'il dit, on peut imaginer qu'il vide son sac? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il vide son sac, mais après, il ressasse, en fait. Et là, quand il ressasse, je ne peux plus l'atteindre. D'accord.
Et c'est difficile de savoir à quel moment il va ressasser ou pas, parce que parfois, il va redire un peu la même chose, mais ça apporte un éclairage supplémentaire. Moi, je me dis, bon, ben, j'ai bien fait de ne pas l'arrêter. Et puis, d'autres fois, je fais, ah ben ça y est, on y est. Et je me suis laissée embarquer. On y est dans la répétition, tu veux dire. Ouais. Et alors, dans ce cas-là, tu essaies de lui couper la parole, mais tu n'y arrives pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ouais. Parce que même quand j'arrive à parler, en fait, il n'écoute pas. Même si tu lui dis, donc, vous venez me dire que avec une reformulation, il ne t'écoute pas. C'est difficile, ouais. Il n'y en a pas beaucoup hein, comme ça, mais ceux qui sont comme ça me marque énormément, en fait. Bien sûr. Parce que, voilà, moi, ça me demande énormément d'énergie. Ça fait longtemps qu'il vient? Ça fait 4-5 séances. Parce que peut-être qu'il a besoin de 10 séances comme ça pour passer à autre chose. On verra. Alors, en revanche, tu as souligné un autre point, puisque tu dis que ça me demande énormément d'énergie. D'essayer d'en placer une. De quoi? Non, ça me demande de l'énergie de ne pas me perdre, en fait, dans ce pot de parole. D'accord. Essayer de continuer à me dire, bon, alors qu'est-ce qui m'apporte comme information? Qu'est-ce que je peux lui faire comme retour? Je ne tiens pas absolument à faire un retour aux personnes, mais je pense qu'à un moment donné, il faut quand même tenir compte de ce que les gens nous disent. Ils sont là pour ça. Bien sûr. Il faut que ça lui apporte quelque chose aussi, cette séance. Il ne vient pas juste pour... il y en a, oui, juste pour vider le sac, ça les aide. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut passer à autre chose et que ce soit un peu plus constructif. Mais justement, quand il te dit ça m'apporte quelque chose, c'est parce que tu as pu parler avec lui de ta frustration? Non. Non, non. Parce que la dernière séance, c'était mardi, et puis je lui ai dit, mais il m'avait déjà dit, je lui ai dit, mais vous, en fin de séance, je pense qu'on va arrêter là. De toute façon, c'était largement le moment d'arrêter. Hein. C'est le moment dépassé parce que c'est très dur de couper. Et je lui ai dit, mais je vois bien qu'en fin de séance, vous ressassez, vous ressassez, vous ressassez, et ça ne vous apporte plus rien à ce moment-là. Au début, oui, mais après, non. Il dit oui, mais en même temps, j'attends ces séances avec vous. Alors, peut-être tu peux Il me dit que ça lui formule. permet de se canaliser. Oui, mais peut-être que tu peux changer ta formule en lui disant, à partir du moment où vous répétez des choses identiques, qu'est-ce que ça vous apporte? C'est vrai. Parce qu'il va peut-être te dire, et c'est là qu'il va dire, bah, rien en fait. D'accord. Et du coup, là, peut-être tu pourras lui dire, bah, la semaine prochaine, si vous êtes d'accord, je ferai ça. Comme ça, tu auras peut-être moins de mal à couper la parole, parce que ça a été convenu que tu allais proposer autre chose. Et peut-être que le moment pour proposer cette autre chose ou cette respiration, c'est au moment où ça se répète. Oui, je pensais le faire à ce moment-là. Ouais. Et là, c'est plus tellement la séance tasse de thé, mais c'est infusion. Le moment où tu laisses infuser tout ce que tu viens de dire pour essayer d'en tirer quelque chose d'un peu plus construit, quoi. Ok, désolée pour mes images. Non, mais j'aime bien. Après, j'utilise beaucoup l'humour aussi, donc ça marche aussi. Et Céline, tu voulais rajouter des trucs, toi non, après, moi, je pratique l'EFT. Donc, en EFT, effectivement, je commence chaque séance par, alors, j'appelle ça la respiration au carré. Oui. Donc, c'est pareil, hein, on compte jusqu'à 4 ou 5. Il y a un côté où on retient sa respiration, on expire et on retient sa respiration. Donc, là, juste pour, déjà, pour se recentrer un peu, hein, pour les gens qui viennent voilà. En première séance, on a toujours l'anamnèse, donc ça me permet de couper entre les deux, faire cette respiration et on se met à la séance de EFT. Et du coup, oui, que ce soit maintenant en visio ou en atelier, systématiquement, hein, même en atelier présentiel, hein, parce tant qu'on arrive tous, voilà, qu'on se dise bonjour, qu'on se parle, qu'on se présente, ça permet de se recentrer et de commencer la séance. Donc, je fais 1 ou 2 fois, souvent, hein, 2 fois généralement, 1 fois quand on est en visio, parce que ça va, et 2 fois quand on est en présentiel. D'accord, ok. Bon, ben super. Plus qu'à continuer à expérimenter alors. Je vous invite à expérimenter qu'est-ce que ça vous fait dans le corps quand il se passe ça. Même sans en faire tout un plat, une grosse relaxation,
juste un jour, vous voyez que vous tournez un peu en rond, vous renvoyez la personne à ça, ça peut être intéressant aussi. Ouais. Ok. Bon, ben, je vous remercie beaucoup de votre attention. C'est toujours un plaisir de vous voir, d'échanger avec vous. Et du coup, je vous dis à la prochaine fois. Allez, À la merci prochaine d'avoir fois. été là À aujourd'hui. bientôt.